Les indisciplinés n'ont désormais plus leur place dans l'armée malienne. C'est le message fort du ministre de la Sécurité qui a rencontré ce matin les éléments de la garde nationale. Pour le général Sada Samaké, les nouvelles mesures mises en place doivent guider les actions au sein des forces armées de sécurité. Le Royaume des Pays-Bas renforce sa coopération au Mali dans le secteur de la justice avec un appui financier de près d'1 milliard de francs CFA pour 2013. L'enveloppe servira à remettre à un bon niveau les services judiciaires pour une justice accessible à tous. Comment renforcer les capacités des jeunes chercheurs maliens pour assurer la relève? Les intellectuels maliens et français y réfléchissent depuis ce matin à Bamako à la faveur d'un colloque international sur le Mali contemporain. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur. Bonsoir. Jeudi 10 octobre. Merci d'être avec nous sur l'ORTM. Audience à Koulouba. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu cet après-midi en audience l'artiste de renommée internationale Salif Keïta, le Domingo de la musique malienne. Il est venu à Koulouba pour féliciter le président Ibeka suite à sa brillante élection à la tête du pays. Les deux hommes ont profité de cette occasion pour aborder les sujets concernant le pays et un sujet sur la culture, bien évidemment. Retour à présent sur les activités d'hier du président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta a reçu hier successivement Cabinet Komara au commissaire de l'OMVS, Mohamed Fall Ould Mohamed, secrétaire politique de la communauté arabe du nord du Mali, Al-Karama, et Abou Silla, président du Conseil des Maliens de l'extérieur. Au centre des entretiens, les grands défis du Mali. Le compte-rendu des audiences, c'est avec Nando Dameli. Rencontrant officiellement pour la première fois le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, le nouveau patron de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve au Sénégal, OMVS, a abordé avec lui les grands enjeux de cette organisation sous-régionale ainsi que les défis du Mali après la crise. Nous avons naturellement parlé d'abord du déficit énergétique. Qu'est-ce que l'OMVS a un projet actuellement pour faire en sorte que les déficits de nos pays soient comblés? Là, je lui ai parlé des projets que nous avons dans le domaine de l'énergie, le barrage de Manantali qui était déjà fini, le barrage de Félou qui va être fini bientôt, le barrage de Gouina pour lequel il a donné des instructions à M. le ministre de nous accompagner pour que le dossier soit débloqué assez rapidement. Nous avons surtout parlé aussi de la navigation sur le fleuve Sénégal qui donnera l'occasion au Mali d'être débloqué et d'avoir un accès sur la mer. Avec Mohamed Fall Ould Mohamed, secrétaire politique de la communauté arabe du Nord, il a été surtout question du vivre ensemble entre les différentes communautés des régions du Nord du pays. Nous sommes venus parler de nos préoccupations spécifiques. J'allais dire les préoccupations spécifiques de ces compatriotes de la communauté arabe du Mali. Au nombre de ces préoccupations, c'est un peu toutes les exactions, les intimidations, quelque peu les violations de droits de l'homme que l'on entend ça et là au quotidien dans les régions du Nord et qui correspondent plus ou moins au retour des populations. Donc c'est des situations tout à fait attendues, mais sur lesquelles il convenait pour nous d'attirer l'attention du président de la République. Abou Silla a réaffirmé, lui, le soutien de nos compatriotes vivant à l'étranger au projet de société du président de la République. Nous avons profité de cela pour parler un peu de la relation, en tout cas pour le Malien de l'extérieur et les nouvelles autorités. J'ai pu obtenir beaucoup de garanties, en tout cas par rapport à l'importance que le président a accordée non seulement dans son projet de société et pendant toute la campagne des promesses qu'il a faites. Et il m'a rassuré qu'il va veiller à ce que tout cela soit fait conformément, n'est-ce pas, ses engagements auprès de cette partie de la communauté malienne que nous sommes, Maliens de l'extérieur. Les trois personnalités se disent ravies des entretiens avec le président de la République. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, quitte demain Bamako pour Malabo, en Guinée équatoriale.
À l'occasion de ce voyage présidentiel, le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou demain vendredi 11 octobre les membres de la délégation présidentielle à 8h, les membres des corps constitués désignés à 8h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 9h. À la primature, le Premier ministre a reçu cet après-midi le vice-président de la Banque ouest-africaine de développement et le directeur régional de plan pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Bassare Touré et Adama Koulibaly étaient venus échanger avec Oumar Tatamli sur le 40e anniversaire de la BOAD et de la journée de la jeune fille africaine célébrée demain 11 octobre. Tessira Dambeli. Le rapport cette année parle de la situation des filles en situation de catastrophe. Et le rapport souligne que les filles en situation de catastrophe font face à une double peine. Une première peine parce qu'elles sont filles, les adolescentes, et une deuxième à cause de leur âge. Parce qu'elles n'ont pas encore acquis les connaissances qu'il faut pour faire face aux défis de la vie. Et la troisième raison, c'était pour inviter officiellement l'excellence monsieur le Premier ministre et son gouvernement à participer avec nous au lancement de la journée internationale de la jeune fille que nous célébrons avec la communauté internationale demain. Et comme vous devez le savoir, le 11 octobre a été choisi par les Nations Unies l'an passé comme étant journée internationale de la jeune fille, et notre organisation a eu à jouer un rôle clé dans le plaidoyer pour que cette journée soit choisie. Nous avons parlé principalement de deux choses: le 40e de la BOAD qu'on va organiser du 13 au 14 novembre à Lomé. La BOAD est une institution qui a beaucoup évolué en 40 ans. C'est l'âge de la maturité. C'est le moment où on réfléchit, on se projette sur l'avenir pour faire beaucoup mieux que tout ce qu'on a fait. Pour l'avenir, nous réfléchissons à comment rendre la banque encore plus active, créer des produits nouveaux, tels que le financement de l'habitat, tels que l'assurance récolte, tels que les garanties, les contre-garanties, etc. Et la deuxième question qu'on a discutée, c'est naturellement le portefeuille du Mali qui se porte bien. On a un engagement de 323 milliards de francs CFA, un taux de décaissement de 57%. Nous avons 3 projets de développement au nord. Nous avons aussi parlé de ça, comment faire en sorte que les financements soient mobilisés rapidement pour le bien-être des populations. Il en a été question à la primature. La communauté internationale célèbre demain, 11 octobre, la journée internationale de la jeune fille, dont le thème est « Innover pour l'éducation des filles ». Pour l'édition de cette année, Plan International lance 2 rapports, un rapport mondial et un rapport africain qui traitent de la situation des filles en période de catastrophe. La cérémonie de lancement aura lieu demain à partir de 9h30 à la Maison des Jeunes de Bamako. Près d'1 milliard de francs CFA pour 2013, c'est ce dont va bénéficier la justice malienne. Cette somme est un appui financier du Royaume des Pays-Bas au Mali pour une justice accessible à tous et pour le renforcement de la coopération entre nos 2 pays. Mamadou Bagayoko. La crise que le Mali a connue a fortement secoué le système judiciaire, notamment dans les régions du Nord et de Mopti. Aujourd'hui, les juridictions manquent de moyens indispensables à leur mission. Une telle situation d'indigence matérielle ne peut que constituer un handicap pour l'efficacité et l'effectivité de la justice dans la mesure où elle peut affecter aussi bien les délais de procédure que la distribution diligente et efficiente de la justice. Des partenaires comme les Pays-Bas veulent aider le Mali nouveau à retrouver la paix et la cohésion sociale à travers une justice saine. L'importance particulière de la justice dans le Mali aujourd'hui commande une allocation financière conséquente de l'État au secteur. Pour ce part, le Royaume des Pays-Bas contribue à hauteur de presque 1 milliard de francs CFA au titre de l'année 2013, exclusivement dans le secteur de la justice, dont un appui d'environ de 700 millions de francs CFA pour le PRODESH et le PDH. Un partenariat qui favorise l'émergence d'une justice réhabilitée. La nouvelle stratégie nationale de développement du secteur de la justice qui sera assortie d'un plan d'action s'articulera autour de 3 axes d'orientation.
le renforcement des performances du service public de la justice et de la chaîne pénale, l'amélioration de l'accès à la justice et la promotion des droits de l'homme, ainsi que la lutte contre l'impunité et la corruption. En 2014, l'appui financier des Pays-Bas va s'étendre au secteur de la sécurité avec une enveloppe de 4 milliards de francs CFA. Cette coopération prend également en compte le désengorgement des centres de détention, la lutte contre la corruption, entre autres défis à relever par les autorités maliennes. Le ministre de la Sécurité a rencontré ce matin les éléments de la garde nationale, une occasion pour le général Sada Samaké d'expliquer aux gardes les nouvelles mesures qui doivent désormais guider les actions au sein des forces armées et de sécurité. Le ministre Samaké est revenu sur l'observation stricte de la discipline, la lutte contre l'injustice et la formation des troupes. Pour le chef du département de la sécurité, un soldat indiscipliné ou un chef injuste n'a plus sa place dans l'armée. Bourama Traoré. Après la police et la gendarmerie, la garde nationale accueille le ministre de la Sécurité. Au-delà d'une simple visite des prises de contact, le général Sada Samaké est venu échanger avec ses frères d'armes sur la nécessité de préserver certaines valeurs clés au sein de l'armée malienne, au nombre desquelles la discipline. Pour le ministre Samaké, les soldats indisciplinés doivent désormais changer leur comportement. Sans discipline, vous ne pouvez rien faire. Moi, je suis à cheval sur la discipline. Un soldat qui ne respecte pas son chef hiérarchique ne mérite pas sa place parmi nous. Ça, je vous le dis très clairement. Un soldat indiscipliné, on ne peut rien obtenir de lui. Pas de discipline au sein de l'armée sans la lutte contre l'injustice, le népotisme et le favoritisme. Un autre combat du ministre Samaké. Sur ce point précis, la hiérarchie militaire est pointée du doigt. Un chef qui n'est pas juste, un chef qui prend la part des subordonnés, un chef qui bouffe les droits des hommes, n'est pas un chef. Il faut que l'on soit juste. Et surtout les droits des hommes. Un chef qui n'a pas le souci du droit des hommes, un chef qui aujourd'hui se préoccupe de sa propre personne, n'est pas un chef. Et moi, je ne travaillerai pas avec ces chefs-là. Auprès de ses interlocuteurs, le ministre Sada Samaké a insisté sur la vigilance qui doit être permanemment maintenue, le tout soutenu par la formation continue des hommes. Il faut qu'on ait une formation en permanence. Mais aujourd'hui, on l'a vu, il y a un relâchement total. Les gens veulent accéder à des postes, à des grades, alors qu'ils n'en ont pas les compétences. Le message ministériel semble être reçu 5 sur 5. À en croire le chef d'état-major de la garde nationale, les consignes données seront respectées et appliquées. La force est qu'il faut aussi un esprit de sacrifice, tenir compte des moyens de l'État. Et puis l'esprit de sacrifice aussi et la volonté peuvent compenser beaucoup de choses dans une mission. Le général Sada Samaké quitte ses frères d'armes avec cet engagement fort. L'heure n'est plus au discours creux mais aux actes concrets pour sortir la tête de l'armée malienne de l'eau. Tout est fin prêt pour l'organisation des élections législatives du 24 novembre prochain. Le ministre de l'administration territoriale et ses partenaires techniques et financiers ont mobilisé environ 7 milliards de francs CFA pour réussir le scrutin sur l'ensemble du territoire national. C'est l'une des conclusions de la rencontre du comité de pilotage du projet d'appui au processus électoral. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko. Cette rencontre du comité de pilotage du projet d'appui au processus électoral a évalué l'élection présidentielle passée et a fait l'état de lieu de l'organisation des législatives du 24 novembre prochain. Nous sommes convenus que tous les dispositifs logistiques, matériels et techniques et qui a bien fonctionné pendant l'élection présidentielle, que ce dispositif sera maintenu, renforcé, parce que nous allons mettre en place une opération spéciale de transfert des électeurs qui permettra de prendre en compte les déplacés qui sont en train de retourner actuellement dans leur localité, de prendre en compte les réfugiés qui sont en train de façon volontaire de retourner aussi actuellement dans leur localité, mais aussi de permettre à tous les électeurs qui veulent voter dans leur commune. Les différents comptes rendus ont révélé que certaines insuffisances ont été constatées dans le déroulement de l'élection présidentielle du 28 juillet.
Les structures impliquées dans l'organisation, notamment l'administration, la délégation générale aux élections et la CENI, ont intégré les observations pour corriger toutes les insuffisances. En fait, les législatives ne sont que une continuation de l'élection présidentielle, mais pour achever le travail de préparation, nous pensons, et aussi produire les documents spécifiques aux élections législatives, nous aurons besoin d'un budget inférieur à 7 milliards de francs CFA. Quant aux ressources, les partenaires de l'État restent mobilisés pour la réussite de ces législatives. À la date du 1er octobre, le montant qui nous a été communiqué est un montant de 47,5 millions de dollars américains. Et les pays et institutions qui ont participé sont les suivantes. Il y a l'Union européenne, le Canada, le Luxembourg, la Suisse, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique, l'USAID, l'Union africaine et les PNUD. Les dates de dépôt de candidature pour ces législatives seront closes ce jeudi 10 octobre à partir de minuit. Une synergie d'action est en cours pour une organisation parfaite de ces législatives dont le premier tour est prévu pour le 24 novembre prochain. Élection toujours, le réseau national gouvernance, genre et citoyenneté souhaite renforcer le leadership féminin en matière de dialogue, d'analyse politique ainsi que de gouvernance au sein des collectivités. Pour ce faire, le réseau dispose de 29 millions de francs CFA mis à disposition par le programme d'appui aux organisations de la société civile phase 2. Moussa Fane. Pour un accès équitable aux services sociaux de base et une bonne gestion des ressources des collectivités, un nouveau projet vient de voir le jour. Il est intitulé « Renforcement du leadership féminin et la participation des organisations de promotion des femmes dans la veille et le contrôle citoyen de la gestion des ressources allouées aux collectivités en vue d'un accès équitable des populations aux services sociaux de base ». La présente initiative du Réseau national pour la gouvernance et la citoyenneté RENAGEC s'inscrit non seulement dans une dynamique de renforcement de la participation des femmes à la gouvernance locale des ressources, mais aussi au renforcement du partenariat entre les organisations féminines membres du RENAGEC et les autres acteurs. Financé à environ 29 millions de francs CFA, le projet entend rehausser l'implication des femmes dans la gestion des collectivités. La représentante de la mairie de la commune 3 salue l'initiative du RENAGEC. J'exhorte les femmes à s'impliquer davantage dans tous les segments de développement et principalement au niveau de la décentralisation. Donc nous devons nous impliquer pour suivre toutes les actions qui sont menées en notre nom. D'une durée de 12 mois, le projet de renforcement du leadership féminin opère dans les 6 communes du district de Bamako et la commune urbaine de San en 4e région. Gao également, l'on se prépare pour les législatives. Pour réussir le scrutin, une rencontre a été organisée au gouvernorat de Gao. Tous les acteurs impliqués y ont participé. Les précisions de Drissa Kone. Cette rencontre d'information et d'échange qui a duré 4 heures d'horloge a permis de faire la lumière sur les 2 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir les préparatifs des élections législatives dont le premier tour est fixé au 24 novembre prochain et les accords préliminaires de Ouagadougou. Sur le premier point, le chef de cabinet du gouverneur a insisté sur la continuité de la synergie d'action qui a prévalu aux élections présidentielles. La présence des chefs de service, des mandataires des partis politiques, des forces armées, de la MINUSMA et de la société civile atteste l'engagement des autorités régionales pour la bonne tenue des législatives. C'est pourquoi des mesures spéciales prises par les hautes autorités ont été expliquées surtout pour les cas de transfert dont la date va du 15 au 30 octobre 2013. Il fallait aussi parler par rapport aux préparatifs des élections, du dépôt des candidatures, les délais de dépôt des candidatures, la constitution du dossier des candidatures. Il fallait aussi les entretenir par rapport à la mobilisation. Le second point de l'ordre du jour a concerné les accords préliminaires de Ouagadougou signés le 18 juin entre le gouvernement malien et les groupes armés. Ce document de 25 articles a fait l'objet de lecture. Là aussi, les débats ont été constructifs. Les cadres qui ont participé à la réunion ont compris tout le développement, tout le processus, toute l'approche qui est aujourd'hui suivie par le gouvernement pour aboutir à un accord global et définitif.
Loin d'être un divers, les actes barbares perpétrés contre la cité des Askia le lundi dernier et le sabotage du pont de Bentia sur la route du Niger ont été condamnés à l'unanimité par l'assistance. Des recommandations ont été formulées afin d'accentuer la vigilance et la collaboration entre les forces armées et la population, seule alternative de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la nation. Bamako abrite depuis ce matin un colloque international sur le Mali contemporain. La rencontre restitue les travaux effectués par les chercheurs maliens. C'est le résultat d'une collaboration franco-malienne dans le domaine des sciences humaines et sociales. Le but est de renforcer les capacités des jeunes chercheurs maliens pour assurer la relève. Le programme est soutenu par l'ambassade de France au Mali. Ibrahima Traoré. Au bord du fleuve Djoliba, des chercheurs maliens et français échangent sur les enjeux du Mali actuel. C'est une rencontre qui signe la fin d'un programme d'appui à la recherche en sciences sociales au Mali. Des chercheurs ont travaillé notamment sur des thématiques comme pouvoir et religion, État et décentralisation, environnement et politique publique ou encore développement et migration. En dépit des conséquences de la crise actuelle sur le calendrier du projet, des résultats encourageants sont enregistrés. D'abord dans le domaine de la formation, on a des doctorats, des thèses de doctorat qui sont soutenues ou qui sont en voie de l'être. On a des boursiers maliens qui ont bénéficié de bourses pour terminer, donc pour préparer leur thèse. Et on a aussi beaucoup de jeunes chercheurs maliens qui ont fait des voyages d'études vers la France. On en a dénombré 17 et sans compter les multiples échanges entre chercheurs français et maliens. L'une des caractéristiques essentielles de ce projet, c'est la conception d'un nouveau partenariat. Un partenariat équilibré où les rôles des chercheurs maliens, français ou non maliens soient équilibrés, qu'il n'y ait pas une répartition du travail asymétrique. Et je pense que le projet a bien fonctionné de ce point de vue-là. Ce colloque international dure 72 heures. Les différents chercheurs vont restituer les travaux effectués depuis 2010. Pour le ministre en charge de la recherche scientifique, ce programme appuiera sans doute l'émergence d'une relève. Voir réunis dans une salle des chercheurs, des savants venus de différents horizons de France et des pays de la sous-région, avec les chercheurs et les savants maliens, je pense que l'importance est absolument capitale. Je peux apprécier ce qui s'est passé dans notre pays, dire que les armes se taisent de plus en plus et qu'on entend la voix de la science qui monte. Je pense que ça met notre pays sur une rampe de lancement. L'ambassade de France au Mali a réitéré son soutien à ce colloque international dénommé Mali contemporain, le premier d'un rendez-vous que les autorités souhaitent désormais annuel. Le but est d'assurer une plus grande visibilité à la recherche malienne en participant aux grands échanges internationaux. Déjeuner d'adieu ce jeudi pour les ambassadeurs du Burkina Faso et du Ghana en fin de mission dans notre pays, offert par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il a réuni plusieurs personnalités. Aïssata Ibrahim Maïga. Ils ont passé respectivement 10 ans pour Mohamed Sané Topin du Burkina et 4 pour Donald Adabré Adabre du Ghana comme ambassadeurs de leurs pays respectifs au Mali. Le Mali, le Ghana et le Burkina Faso, 3 Nations unies par des liens séculaires et qui appartiennent à plusieurs organisations sous-régionales. C'est fort de tout cela que les 2 diplomates en fin de mission ont salué l'excellente coopération qui existe entre leur pays et le nôtre, chose que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a également rappelé. Aujourd'hui, l'heure est aux adieux, peut-être aux au revoir. Permettez-moi tout d'abord de m'acquitter au nom du gouvernement du Mali, au nom du président de la République, de l'agréable devoir de nous apporter ici le témoignage sincère de l'estime du peuple malien à vous et au peuple frère du Burkina et ghanéen. Ces 2 diplomates, dira le chef de la diplomatie malienne, ont su maintenir le cap des bonnes relations et poser des actions au profit des peuples maliens, burkinabés et ghanéens. Ainsi, pour joindre l'acte à la parole, l'ambassadeur ghanéen a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du Mali et celui du Burkina au rang de commandeur de l'Ordre national du Mali. Très émus, les 2 diplomates s'expriment.
Je suis particulièrement touché par cet honneur à ma modeste personne et votre amabilité de me décorer avec l'une des plus honorables médailles de la République du Mali. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour arriver, il y a un temps pour partir. Aussi, il est venu le temps de partir. Et je pars d'aussi belle humeur qu'un gars qui se marie, mais je ne pourrais oublier les enrichissants, fructueux, palpitants, réconfortants et amicaux moments que nous avons passés ensemble. La fête qui a réuni des membres du gouvernement, des représentants diplomatiques et d'organismes internationaux dans notre pays et aussi de la société civile a été agrémentée par des louanges aux jumeaux du jour, comme ils se sont appelés, par la sublime voix de Adia Soumano. Un vrai adieu pathétique. Quittons le Mali, mais restons dans la diplomatie. L'ambassadeur du Mali auprès du Royaume de Belgique, Sekouba Cissé, a remis hier au Palais Royal ses lettres de créance à Sa Majesté le roi Philippe, roi des Belges, en qualité. Le diplomate malien a exprimé à Sa Majesté le roi sa volonté de contribuer au renforcement des relations entre le Mali et le Royaume de Belgique. Fatim Diallo depuis Bruxelles. Son Excellence Sekouba Cissé, en remettant au roi les lettres qui l'accréditent auprès du Royaume de Belgique, a transmis les salutations cordiales et amicales du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Il a relevé la qualité exceptionnelle des relations qui existent entre le Mali et la Belgique et donné l'assurance de travailler pour le renforcement et la consolidation de cette coopération. Le Mali, faut-il le rappeler, figure parmi les 18 pays de concentration de la coopération belge et l'enveloppe du programme indicatif de coopération connaît depuis quelque temps une augmentation substantielle. Son Excellence Sekouba Cissé a enfin exprimé la reconnaissance des autorités maliennes pour la marque de solidarité exprimée par la Belgique depuis le début de la crise malienne. Le roi des Belges a rassuré son hôte de l'engagement des autorités belges à œuvrer davantage pour le renforcement des relations bilatérales. Il a aussi exprimé sa disponibilité personnelle à accompagner le Mali dans sa quête du développement. Comme le veut la tradition, son Excellence Sekouba Cissé a offert un dîner le soir à sa résidence. Étaient présents à cette cérémonie des officiels, des amis du Mali et des représentants d'autres missions diplomatiques. Après la Belgique, allons aux États-Unis où se déroulent jusqu'à lundi prochain les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. La rencontre se tient à Washington en présence de la ministre de l'Économie et des Finances du Mali. La délégation malienne a pris part hier à une réunion de concertation internationale sur le développement du Sahel. Depuis Washington, Salif Sanogo nous propose un décryptage de cet ambitieux programme qui va également concerner le Mali. Nom de code PACR pour le programme de cohérence et d'action régionale. Objectif, accompagner les efforts nationaux, régionaux, continentaux et internationaux de sécurité et de développement. En somme, c'est une ambitieuse initiative en faveur du Sahel que la CEDEAO entend lancer. Une approche globale et coordonnée avec une vision à long terme étalée sur une période de 30 ans. Un programme qui réunit 7 organisations continentales et d'intégration régionale africaine, 9 pays dont le Mali, 5 banques de développement, 3 institutions internationales ainsi que des bailleurs de fonds bilatéraux particulièrement actifs dans les pays sahéliens. La présidence du PACR sera assurée par la commission de la CEDEAO, celle de l'UEMOA assumant la vice-présidence. Pour certains participants, si l'initiative est bonne en soi, il ne faudrait surtout pas oublier de mettre l'accent sur la corrélation entre le binôme développement et sécurité tout en boostant les capacités individuelles de chaque pays sahélien. Face à la multiplicité des initiatives en faveur du Sahel, les spécialistes ici estiment que seule la légitimité régionale pourra être un gage de durabilité. Et en la matière, la CEDEAO est perçue comme étant un bon porte-étendard.
Ici, à Bamako, l'on tire les leçons de l'effondrement d'un immeuble cette semaine à l'ACI 2000. Le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville a rencontré ce matin toutes les directions centrales et régionales de l'urbanisme pour partager avec elles les nouvelles orientations en matière d'urbanisme. Pour plus de détails, écoutons le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville. Moussa Mara est au micro de Abdul Karim Kaba. Tout le monde sache maintenant dans quel cadre il faut agir et que tout le monde puisse se consacrer au service, rien qu'au service. Donc c'est dans cet esprit que nous avons organisé cette rencontre pour que le ministère de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville soit à hauteur de souhait des attentes des Maliens et puisse atteindre ces résultats très rapidement afin que nos compatriotes voient la pertinence de l'action du ministère et voient à travers le ministère la restauration de l'autorité de l'État, le retour de l'État que nous appelons tous de nos vœux. À côté de l'édiction de ces règles, nous allons aussi mettre en place un dispositif de surveillance, de suivi. On va commencer par davantage associer les usagers au fonctionnement de l'administration. Mettre en place un dispositif qui permet de collecter les avis des usagers, depuis la commune, le cercle, la région jusqu'à Bamako, sur leur degré de satisfaction de nos services, leur permettre de critiquer, de faire des suggestions et de toucher directement le ministre, le cabinet du ministre, de toutes les attitudes négatives qu'ils verraient dans la pratique quotidienne de l'administration. Toujours suite à l'effondrement d'un immeuble à l'ACI 2000, l'Ordre des architectes du Mali a animé une conférence de presse cet après-midi. Les membres ont tenu à dégager leurs responsabilités dans la catastrophe. Le compte-rendu de la conférence avec Isaac Tienou. Ce point de presse est une contribution de l'Ordre des architectes du Mali par rapport à l'effondrement d'un bâtiment à 6 niveaux dans la zone ACI 2000. Une catastrophe arrivée mardi. Au dire des architectes, aucune condition d'exécution du projet n'a été respectée. L'architecte, dans le cadre d'un projet de bâtiment, il est le maître d'œuvre absolu. C'est à lui de recruter tout le monde. Mais malheureusement, dans le contexte malien, les gens ont pris la fâcheuse habitude de prendre un petit maçon, vous venez sur le chantier et tu vas te baser sur l'expérience du petit maçon. Ils disent n'avoir jamais été associés à l'exécution des dits travaux. C'est le non-respect des normes de la construction, de bout en bout. Puisque, à ma connaissance, il n'y avait pas une équipe de contrôle qui était sur le chantier depuis le début jusqu'à ce niveau. Même sur le plan projection, faire le plan conception, le monsieur n'a pas respecté les contrats. Il n'a signé aucun contrat avec aucun architecte. Voyez-vous, mais il a eu son plan quand même. Donc c'est pour vous dire que la responsabilité n'engage que le propriétaire de ces bâtiments. Ce point de presse a aussi été l'occasion pour les professionnels des BTP de signaler les irrégularités auxquelles les maîtres d'ouvrage s'adonnent. Tout autre sujet, la journée mondiale de la Poste a été célébrée aujourd'hui à travers le monde. Ici à Bamako, ce sont les femmes de la direction générale qui ont organisé une manifestation culturelle et artistique. Une cérémonie présidée par le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Cheikh Oumar Sangaré. Œuvrer à l'épanouissement socio-économique de ses membres, favoriser des liens de solidarité entre ses militantes et contribuer à la promotion et à la restauration des valeurs socio-culturelles du Malien, tels sont les objectifs de ce nouveau groupement féminin. L'association des femmes retraitées de la Poste se veut un outil de solidarité pour ses membres. Notre vision, c'est d'œuvrer dans l'esprit de la journée du 9 octobre 1874 à l'union des femmes, au renforcement de leurs capacités de créativité et de mobilisation en vue de bâtir une plateforme de solidarité entre les générations. La cérémonie a été aussi marquée par les témoignages de quelques anciens travailleurs de la Poste. Quant au directeur de la structure et le chef du département de tutelle, ils ont tour à tour salué l'initiative avant de se dire disposés à accompagner l'association pour l'atteinte de ses objectifs. Que la direction générale de la Poste, que tous les collaborateurs de la Poste, que tous les partenaires de la Poste sont à leur côté pour l'accomplissement de leur mission noble.
Il faut une synergie de vues tirées ensemble pour obtenir des résultats. C'est plus du bénévolat qu'autre chose, c'est pas quelque chose de facile. Mais tout ce qu'on pourra faire dans nos moyens ou hors nos moyens, on mobilisera l'ensemble des ressources pour qu'il y ait un impact. L'association des femmes retraitées de la Poste compte une centaine d'adhérents pour un bureau de 39 membres. Ce 10 octobre, c'est également la journée mondiale de la vue, une journée initiée pour réduire la prévalence à la maladie. Au Mali, la prévalence est estimée à 1,2%. La célébration a été mise à profit par le partenaire stratégique du Mali de remettre 3 véhicules d'une valeur de 50 millions de francs CFA aux autorités pour lutter contre la cécité. Agibou Koulibaly. La journée mondiale de la vue et de la semaine nationale de lutte contre la cécité vise à assurer une large mobilisation sociale et une grande sensibilisation autour des problèmes de santé oculaire. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes de cécité qui peuvent être dépistés à temps si effectivement les populations sont informées et si elles fréquentent les services de santé. Et je crois que c'est l'objet de ces journées-là, afin de mieux informer les populations, les sensibiliser sur les problèmes de santé. Pour accompagner le gouvernement dans la réalisation de la vision 2020, le droit à la vue, le partenaire Saïk Sever a remis 3 véhicules au ministère de la Santé pour les directions régionales de la santé de Kaï, Koulikoro et Mopti. Le Mali, à travers le département de la santé, est engagé avec l'OMS pour l'élimination du trachome au Mali d'ici 2015. Et c'est dans ce cadre que ces 3 véhicules d'une valeur de 50 millions ont été remis au ministère de la Santé pour faire face à ce challenge. Un geste très apprécié par les bénéficiaires. Nous avons pris note des propos de Madame la directrice. Nous prenons acte et nous allons faire bon usage de ces véhicules. Le représentant du ministre de la Santé d'inviter les partenaires ONG et la société civile à une bonne fréquentation des centres de santé oculaire en vue de gagner la bataille de Vision 2020, le droit à la vue et d'obtenir une meilleure qualité de vie, gage d'un développement durable. Les prestations de l'orchestre de Madina Ndiaye et de la troupe d'eau sur les causes et les mesures à prendre pour éviter la cécité ont été des moments forts du lancement de la journée mondiale de la vue et de la semaine nationale de lutte contre la cécité au Mali. Et dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée ce jour, le service psychiatrique du Point G a organisé des festivités pour informer l'opinion publique sur le mal. Kadidia Toukone. Ils sont une centaine de malades mentaux au service psychiatrique du Point G. La communauté a tendance à marginaliser cette couche sociale. Pour montrer que ces malades mentaux sont comme tout autre malade, le service qui s'occupe de leur prise en charge a organisé une festivité dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale avec comme thème santé mentale et personnes âgées. Le grand âge pour nous est un privilège. Vous savez que dans d'autres pays, une personne âgée, à partir d'un certain moment, est exclue pratiquement de la société. Or, une de nos valeurs chez nous, c'est que la personne âgée devient comme une icône et que nous devons préserver. La santé mentale représente une des composantes essentielles de la santé qui, rappelons-le, est un état complet de bien-être physique, mental, social et ne consiste pas seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité. Il ne saurait y avoir de santé sans santé mentale, car c'est celle qui est le gage de notre humanité. Chants et danses étaient au programme et cerise sur le gâteau, un match de football a opposé le personnel du service psychiatrique et leurs patients. Score final, 6-0 en faveur des patients. Après leur victoire, le capitaine de l'équipe des patients nous donne ses impressions. Les gouvernements, les institutions de recherche, la société civile ainsi que les partenaires au développement doivent renforcer leur engagement en faveur de la santé mentale. Ils doivent aussi prendre en charge les problèmes de santé mentale sous toutes ses formes. Vivement l'édition prochaine.
Une vingtaine de journalistes maliens iront à la découverte de la Chine moderne. Ils participeront à un séminaire bilatéral initié par la Chine à leur intention. Le départ est prévu pour ce samedi et pour leur souhaiter un bon voyage, l'ambassadeur de Chine au Mali leur a offert un cocktail. Alucene Touré. Ils sont au nombre de 25 journalistes, tous membres des médias publics et privés maliens. Tous vont pour la première fois à la découverte de la Chine et de ses médias. Aujourd'hui, il s'agit de faire connaissance avec leurs accompagnants et remplir les dernières formalités du voyage. Partagés entre les appréhensions du voyage et la certitude de revenir avec bien de connaissances et de découvertes, les hommes et femmes de médias ont tous répondu présents à cette cérémonie. J'espère que par ce séminaire, les séminaristes peuvent bien profiter de cette occasion pour échanger, pour découvrir avec les collègues chinois la Chine qui est en train de changement, de développement et le sentiment de l'amitié des peuples chinois envers le peuple malien. Occasion pour le chef de la délégation malienne d'exprimer toute la reconnaissance du gouvernement et du monde de la presse malienne si bien représenté. L'exemplarité de la coopération chinoise n'a pas échappé au conseiller technique du ministre de la Communication qui a rappelé le rôle capital de la presse dans ce monde du XXIe siècle. Le départ des participants au séminaire bilatéral sino-malien est prévu pour ce samedi 12 octobre pour une vingtaine de jours. 5 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe que la Croix-Rouge malienne et ses partenaires vont injecter dans le programme d'urgence dans les régions du nord du Mali. Un programme focalisé sur l'eau, l'assainissement et la distribution des vivres. Son lancement a eu lieu à Goundam, dans la région de Tombouctou. Yéa Tandina. Assister les populations du Nord affectées par la crise, c'est pourquoi la Croix-Rouge malienne vient de procéder à Goundam, dans la région de Tombouctou, au lancement d'un programme national d'urgence. Cette intervention humanitaire de la Croix-Rouge malienne et ses partenaires s'étend sur plusieurs volets, entre autres l'eau, l'assainissement, la santé, la distribution de vivres et le renforcement institutionnel. Transmettez toute notre joie et nos remerciements à la Croix-Rouge malienne qui n'a jamais cessé de se battre pour l'humanitaire et singulièrement pour cette assistance aux populations du Nord. D'autres perspectives sont envisagées. La présence des autorités administratives, des élus, des partenaires au développement atteste tout l'intérêt que les communautés bénéficiaires de ce programme accordent à cette opération. Donc c'est un programme de 5 milliards de francs CFA, dont près de 1,9 milliard ont déjà été mobilisés et des actions ont été menées dans presque toutes les régions affectées. Les responsables de la Croix-Rouge malienne ont mis à profit l'événement pour échanger avec les volontaires sur l'exécution de ce programme de 12 mois. Le séjour des pèlerins maliens se poursuit à la Mecque. En attendant les derniers rituels du pèlerinage, le délégué général du Hajj 2013, Mamadou Kamara, accompagné de certains membres de la Commission nationale d'encadrement, a rendu visite aux pèlerins de la filière gouvernementale. À l'issue de la dite visite, nos envoyés spéciaux, Abdraman Maïga, Abdraman Keita plutôt et Niaza Koulibaly ont recueilli les points de vue de certains pèlerins. On les écoute. Depuis Médine jusqu'ici, en tout cas nous sommes dans les très bonnes conditions d'hébergement et de nourriture. En matière de santé aussi, tous ceux qui sont tombés malades, ils ont reçu des soins médicaux conséquents. Donc vraiment nous remercions l'encadrement pour cet état de fait. Vous ne pourrez pas organiser une cantine et que vous ayez un satisfait des Maliens. Vous n'aurez jamais ce satisfait. Chacun a son goût. Nous sommes venus ici pour prier. Je pense que nous devrons prier et méditer dans ce sens-là. Donc, concernant l'hébergement, ça va. J'ai été très surpris de voir qu'à Médine, on était à 150 mètres de la mosquée. Et ici aussi, à la Mecque, j'ai été agréablement surpris parce qu'au départ, les rumeurs disaient qu'on était à 2-3 kilomètres de la Kaaba. Je me suis rendu compte en toute honnêteté qu'il faut 20 à 25 minutes du logement pour aller à la Kaaba. Ça, c'est formidable. Quant à moi, personnellement, vraiment, je n'ai rien à dire.
À Médine, j'étais bien logée. À Maka également, je suis bien logée. Par rapport au repas, en tout cas, les repas sont servis à temps. Nous ne sommes pas là pour la qualité. Nous sommes là pour un but bien déterminé. Ce but n'est autre que l'adoration du bon Dieu. Demander à ceux qui nous accordent un pèlerinage agréé. Le repas, ça c'est autre chose. À Médine, il y a eu vraiment pas mal de petits problèmes. Mais alhamdoulilah, quand nous sommes arrivés à la Mecque, vraiment il y a eu une amélioration grandiose du point de vue logement et du point de vue nourriture. Même s'il faut signaler qu'au début, les premiers jours, il y a eu vraiment un petit dysfonctionnement au niveau des logements qui a été amélioré et corrigé au fur et à mesure. L'encadrement est resté très disponible et très engagé à satisfaire tous les pèlerins par rapport à cet aspect. Voilà les réactions de certains pèlerins de la filière gouvernementale. L'interview de la semaine reçoit aujourd'hui André Bourgeot. Il est directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la bande sahélo-saharienne. L'entretien de ce soir porte sur la stratégie d'AQMI pour le nord du Mali, contenu dans un document trouvé en février dernier à Tombouctou par des journalistes français. Un entretien dirigé par Yaya Konaté à suivre juste après ce journal qui s'achève. Merci de votre attention. Demain, pour les informations, retrouvez Khadija Toukone dans la matinée et Amara Malé Diallo dans les éditions du soir. Merci de visiter notre site web. Passez de bons moments sur le RTM.